Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, on se retrouve dans l'épisode numéro 7 du podcast Histoire en série, aujourd'hui pour parler d'une thématique autour des séries qui mettent en valeur la mort et le funéraire avec une spécialiste du genre, Juliette Caz, qui anime le site lebizarreum.com. Alors Juliette Caz, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Merci à vous en tout cas de participer à ce podcast Brève Classe. Donc vous êtes logisticienne d'expédition scientifique, vous travaillez sur les volcans actifs, mais initialement vous avez étudié le funéraire par le biais de l'archéologie et de l'anthropologie classique et même de la biologie, et vous avez fait cela sur le plan théorique mais aussi avec de nombreuses expériences de terrain. Donc vous travaillez, et c'est à ce titre-là qu'on vous a invité, à vulgariser et à faire connaître le domaine funéraire en termes factuels et scientifiques au grand public depuis 2017. Date à laquelle vous avez créé le site et la plateforme lebizarreum.com, donc qui se décline avec un site web bien sûr, comme je l'ai annoncé, une chaîne YouTube très active, et vous aussi vous déposez quelques podcasts, et vous avez aussi un fil Twitter qui est très très actif et très suivi sur toutes ces thématiques-là autour de la mort. Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, aujourd'hui, on va un petit peu déroger à ce qui est la tradition de l'émission, qui est en général de parler d'une série. On va parler d'une thématique, c'est la thématique de la mort et de la mise en valeur de la mort dans les séries télévisées. Alors, première question que j'aurais à vous poser, il y a eu, depuis, on va dire, les années 2000-2010, un effet de mode autour de ces séries-là. Il y a eu un véritable boom de séries télévisées où les médecins légistes et anthropologues médico-légaux sont des stars. Oui, alors tout à fait, il y a un boom significatif. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une histoire assez longue de ce genre en termes de séries télévisées, je vous l'apprends pas. Mais en fait, pour s'intéresser vraiment au corps mort, il va falloir attendre un peu les évolutions scientifiques en parallèle, ce qui explique pourquoi on a eu aussi autant de temps pour avoir des émissions entièrement consacrées à un métier précis autour du cadavre. Parce que si on reprend un petit peu ce qui s'est passé en termes de séries, évidemment les premières séries policières télévisées, c'était plutôt à partir des années 40, 50, 60 aux États-Unis, où on avait un mélange de genres entre le policier et le western, plus l'espionnage qui allait bien aussi à l'époque avec la guerre froide un peu plus tard, etc. Donc ça a suivi bien sûr une évolution, mais pour autant, dans les séries télévisées de ces époques-là, en fait, le cadavre était souvent suggéré, il n'était pas montré, et l'enquêteur, en fait, faisait ses enquêtes plus en s'intéressant aux vivants qui allaient laisser des indices qu'en s'intéressant aux cadavres. Et donc il faut attendre quand même pas mal de décennies pour avoir petit à petit une arrivée de spécialistes qui vont s'intéresser au corps et qui vont travailler autour du corps dans ces séries-là, puis par la suite avoir des séries entièrement consacrées à ces personnes-là. Oui, effectivement, j'ai souvenir dans les années 90 par exemple d'une série comme X-Files avec le personnage de Dana Scully. Voilà, tout à fait. Donc même si c'est pas son corps c'est pas son métier principal montré à l'écran, c'est quand même, elle est considérée comme une spécialiste dans le médico-légal. Mais pour autant, la série tourne pas autour de ça. Bon, en plus, il y a un mélange de genre avec le fantastique, mais c'est un peu un des premiers personnages vraiment connus qui pouvait apporter une touche médico-légale à une série. Ça, c'est certain. X-Files, en plus, a marqué énormément de générations, et on peut dire que c'est un peu les débuts timides de l'expert médico-légal qui arrive dans les séries, tout à fait. Et donc ensuite, on en arrive à ce que j'évoquais en introduction, aux années 2000, avec là toute une série de shows qui vont se développer autour de ça, en provenance des États-Unis, que l'on va retrouver sur les grandes chaînes publiques d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, là où il y a vraiment eu un gros boom, c'est avec la franchise des experts, où là, on a évidemment plusieurs corps de métier qui sont présentés, et avec pour le coup des experts médico-légaux qui vont vraiment être présents dans la série.
Puis aussi, on a évidemment dans NCIS, donc qui est un dérivé de JAG, et du coup là aussi, on a des experts médico-légaux qui vont être de plus en plus présents. Et puis par la suite, ça va découler, on va avoir des séries spécialisées comme Bones, où là c'est entièrement sur un corps de métier qui est l'anthropologie forensique, et puis par exemple des cas autres comme Dexter par exemple. Oui, effectivement. Alors, ce qui est marquant à voir tout de suite, c'est aussi la diffusion sur les 2 grandes chaînes privées françaises, c'est-à-dire TF1 avec Les Experts et puis Dexter, et puis la M6 avec NCIS et Bones, qui d'ailleurs mettent ces séries-là à chaque fois en prime time. Donc, on a une vraie mise en avant dans le paysage audiovisuel français dans les années 2000 de ces séries autour de la mort. Oui, complètement. Et puis en plus, ce qui fait la différence entre ces séries vraiment spécialisées et les séries policières un peu plus classiques, c'est vraiment que là, le cadavre, au fur et à mesure, va être vraiment beaucoup plus explicite. Donc on a une évolution aussi de la représentation du cadavre. Je pense notamment au premier épisode de Dexter ou le deuxième, là, le premier ou le deuxième, je ne sais plus. Mais en tout cas, le cadavre est mis en scène parce qu'il fait partie en fait de la signature criminelle. Là aussi, on joue que c'est un autre domaine qui est tout ce qui est en lien avec la criminologie. On y reviendra plus tard. Mais du coup, vraiment, on a une représentation du cadavre qui est mise en scène et on a ça aussi dans Bones. Donc c'est intéressant parce que là, plutôt que de se concentrer sur des faits de meurtre, on va s'intéresser au corps directement qui va être un vecteur dans l'enquête. Oui, alors un véritable personnage à part entière d'ailleurs. Si on revient par exemple sur NCIS, quand on voit, on va en parler de ces personnages en couleur après, mais Ducky par exemple ou son adjoint Palmer, on voit véritablement qu'il parle au cadavre et le cadavre on le filme. Oui, c'est tout à fait ça. En fait, le cadavre, au fur et à mesure, il va prendre une place vraiment importante dans les séries. C'est-à-dire qu'à une époque où il était caché sous un drap et qu'on ne le montrait pas, au fur et à mesure, on va l'installer dans la morgue, sur la table d'autopsie, et on va avoir des scènes qui peuvent paraître surréalistes, mais qui en fait sont hyper importantes dans le récit, autour du cadavre, avec souvent une seconde lecture autour de la mort et du sens de la vie. Voilà, où les personnages vont faire un peu leur psychothérapie autour du cadavre. Ça, on le voit assez régulièrement en fait. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de scènes où il se passait des choses importantes pour l'intrigue autour du cadavre, et au final c'est comme si le cadavre n'était pas là, et c'est assez étrange, mais on s'habitue, le spectateur s'habitue à la présence du cadavre au fur et à mesure qu'il regarde des séries. Oui, avec cette mise en avant aussi, par exemple dans Bones, de la reconstitution des squelettes, sur la table à squelettes d'ailleurs, où on a un mouvement de caméra autour qui permet véritablement au spectateur d'être acteur à part entière du travail de reconstitution. Oui, alors ça c'est intéressant avec Bones, c'est qu'en fait chaque début d'épisode, les enquêteurs et les anthropologues vont sur le terrain, donc on voit le corps, le cadavre sur le terrain, donc dans son environnement, on va dire, d'origine. Puis on va voir par la suite, une fois qu'il y a eu le lever de squelette, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, une fois qu'on a enlevé les ossements, eh bien on va voir justement que on va avoir une seconde mise en scène de ce squelette, mais une fois vraiment qu'il est installé dans le laboratoire. Oui, parce qu'en fait, il y a tout un travail autour de la contextualisation de ce squelette-là dans ces séries, qui est très bien montré d'ailleurs, dans l'état où il est retrouvé, puis après, ensuite, tout le travail de remise en place sur la table à squelette. Oui, voilà, et c'est hyper important. De toute façon, le contexte du squelette et de l'endroit où il est trouvé, etc., et de la situation. Enfin, dans tous les cas, dans le cadre d'une enquête, on a besoin d'avoir ces éléments-là avant de bien analyser un squelette. Donc, c'est important dans la série que ce soit montré, parce que si on a uniquement une évocation du cadavre, puis le cadavre qui est mis ou les ossements qui sont mis sur la table, on passe à côté des informations directement en lien avec le contexte, et c'est exactement ce qui se passe dans la vraie vie. Si on a des ossements qui sont enlevés mais qu'on n'a pas d'informations sur le contexte où ils ont été trouvés, l'enquête n'avance pas. Oui, du coup, dans Dexter, il y a une véritable mise en scène, esthétisation du cadavre qui joue un rôle majeur dans le déroulement de l'intrigue. Alors oui, tout à fait. En fait, déjà, à chaque saison, on va suivre un tueur particulier qui va avoir des gestes particuliers. Mais dans Dexter, on a vraiment cette mise en scène, cette esthétique où le cadavre, au final, souvent, on va pas se mentir, dans les séries, le cadavre féminin est représenté de façon beaucoup plus esthétique et belle qu'un cadavre masculin. Donc ça, c'est aussi une différence dans la perception du cadavre dans les séries qui est assez intéressante. Et donc dans Dexter, par exemple, pour la première saison, ce sont des femmes. Et en effet, il y a cette mise en scène vraiment particulière, mais aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette mise en scène répond aussi au fait que le tueur a des signatures criminelles et qu'il faut les montrer.
Oui, effectivement, c'est vrai que cette idée-là, c'est l'idée qui a fonctionné dans ces séries, qu'il y ait un lien entre à la fois l'étude des cadavres, l'enquête, l'analyse, et puis souvent d'ailleurs une traque. Donc on a constitué des groupes où il y a des enquêteurs qui fonctionnent avec, j'allais dire, tous ceux qui étudient les cadavres. Oui, alors une vérité, hein. L'interdisciplinarité dans ces domaines-là, elle est essentielle. Elle n'est pas forcément automatique selon les pays. Ça, c'est important à savoir. C'est-à-dire que souvent, là, on parle de séries qui sont américaines ou anglaises, etc., qui vont avoir un modèle anglo-saxon, alors que, par exemple, en France, on va avoir des aspects juridiques, etc., qui sont très différents, ce qui fait que, il faut prendre ça en considération quand on regarde ces séries, du fait que, dans certains pays, l'interdisciplinarité est plus automatique, et ça se voit dans les séries. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que chacun apporte un petit peu sa pierre à l'édifice. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas forcément une vérité de partout. Oui, effectivement, ce que vous dites, je pense par exemple à Bones, qui est l'archétype où l'enquêteur travaille main dans la main avec l'anthropologue. Oui, voilà. Alors ça, c'est pour ce qui est de Bones, évidemment, c'est assez particulier. Puis des rapports enquêteurs, anthropologues, ça reste assez toujours compliqué dans les faits, bien sûr, même s'ils doivent travailler ensemble. Bones reste une fiction. Par contre, c'est vrai que le travail de l'enquêteur est quand même beaucoup plus rapide quand on a un anthropologue ou un médecin légiste à disposition, bien sûr. Oui, alors ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, c'est le rapport à la vie de l'expert médico-légal dans ces séries-là. On va y revenir tout de suite avec, je l'évoquais tout à l'heure, Ducky par exemple ou Palmer dans NCIS, mais on a toujours un regard qui est assez distancié, voire parfois même comique sur la vie. Complètement, c'est-à-dire que souvent l'expert médico-légal, qui soit anthropologue ou légiste, souvent c'est un personnage qui est assez aimé du public, même quand la série ne tourne pas autour de lui. C'est toujours un personnage qui est assez vivant, étrangement, mais en même temps, quand on connaît ce milieu-là, je peux vous assurer qu'on est très vivant. Donc au final, c'est vrai que dans ces séries, c'est toujours des personnalités assez particulières qui sont mises en avant. Donc ça a bien sûr un sens en termes scénaristiques, mais je pense aussi qu'il y a un vrai ressort psychologique à ces personnages-là et qui sont directement en lien avec le public pour peut-être faciliter la représentation de la mort dans ces séries. Ça allège le sujet. Quand on a un cadavre en autopsie, c'est toujours plus facile de le montrer si on a un personnage à côté qui est un peu plus léger ou un peu plus philosophe. Oui, alors justement, pour celles et ceux qui, pendant les 15 dernières années, auraient échappé à la vague de ces séries, ça serait bien peut-être que vous présentiez ces personnages-là haut en couleur, entre guillemets, qui font en fait au départ figure de personnages secondaires et qui deviennent au fur et à mesure du déroulement des séries, surtout celles très longues, comme NCIS où il y a plus de 10 saisons, qui deviennent des piliers finalement de la série. Oui, tout à fait. Alors souvent, en début de saison, en début de série, on voit qu'ils sont en effet un petit peu anecdotiques. On les voit quand ils sont dans leur sous-sol ou quand ils sont dans leur morgue, un peu tout seuls. Souvent, c'est des personnages qui sont très solitaires, pas forcément associables, mais qui sont très solitaires, qui travaillent seuls. Donc, on les présente déjà sous cette forme un petit peu de personnages atypiques de ce côté-là. Puis aussi le fait qu'ils travaillent dans un domaine qui, lui aussi, est atypique. Mais par exemple, donc dans NCIS, on va avoir Abby Ciuto. Elle est un peu couteau suisse, mais elle a quand même une expertise en médico-légal, où voilà, c'est vraiment l'archétype de la gothique, mais la gothique joyeuse, de bonne humeur, etc., très, très festive. Donc ça tranche complètement avec son style et avec son métier, ce qui fait que c'est un personnage qui est devenu très attachant à force et que le public adore, en fait. Il l'adore du fait qu'elle justement elle est originale à tous les niveaux. Et puis on a aussi des personnages qui sont un peu plus profonds, qui sont aussi drôles. Donc Ducky par exemple, qui est son collègue, qui lui il a toujours son nœud papillon, il est toujours très bien habillé même sous sa blouse blanche. Mais lui il apporte toujours ce côté philosophique, même s'il a des punchlines un peu drôles. Il y a un côté où quand il parle tout de suite, je pense que le spectateur ça peut lui renvoyer une seconde lecture consciente ou inconsciente sur son propre rapport à la mort. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis dans d'autres séries, l'expert médico-légal, il a toujours une spécificité. Mais par exemple dans Bones, alors là où c'est tout un ensemble de spécialistes de l'anthropologie médico-légale, ils sont tous originaux à leur façon. Des fois même, c'est un peu
comment dire, c'est un peu stéréotypé. Les caractéristiques qu'ils ont dans la série, bon, c'est pareil, toujours des personnes originales, des personnes qui au contraire sont très à l'aise avec la mort et la vie en même temps. Bon, c'est assez particulier. Et donc ces séries, je trouve, elles ont tendance à exacerber ce côté atypique du professionnel de la mort. Au-delà du fait que le métier est particulier en lui-même, leur personnalité ressort directement, et je pense que c'est des personnages où les gens s'attachent très vite, alors que pourtant tout ce qui est évocation de la mort dans la vie normale ne plaît pas nécessairement aux gens, mais dans une série ça passe, et je pense que le fait que ces personnages-là soient atypiques aide beaucoup. Oui, effectivement, hein, je pensais aussi par exemple à l'expert médico-légal dans la série NCIS Nouvelle-Orléans, où c'est une personne bien sûr de couleur, mais qui dans sa tenue par exemple, souvent avec son serre-tête ou comme ça, il y a des couleurs très très bigarrées qui détonnent de la blouse traditionnelle, j'allais dire, quoi. Oui, alors j'ai pas regardé cette série à la Nouvelle-Orléans, par contre il y a une logique à ça, parce qu'en fait la Nouvelle-Orléans par exemple c'est une ville qui est très très présente dans l'histoire funéraire. Il y a une histoire funéraire qui est vraiment très très importante, et je pense que dans la série, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'il y a des détails, des choses qui font directement référence à cette tradition funéraire de la Nouvelle-Orléans, qui évidemment est très inspirée de l'héritage africain et caribéen qu'on retrouve à la Nouvelle-Orléans à partir du 19e. Donc je pense qu'il doit y avoir des choses en écho avec ça, et c'est intéressant à savoir que l'expert médico-légal dans ce contexte-là, il y a une double lecture à avoir sur ce personnage. Oui, effectivement, hein, puis on voit bien dans cette série-là que le moment du carnaval, par exemple, il y a la mise en scène avec des squelettes, des choses comme ça, et cette ambiance-là que vous venez de décrire, c'est exactement ce qui est retranscrit dans cette série-là. Oui, et puis il faudrait vraiment que je regarde, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, et c'est vrai que cet héritage funéraire est majeur pour la Nouvelle-Orléans, donc je trouve ça assez justement intéressant s'ils ont fait un personnage déjà de couleur, ce qui est assez rare quand on a des équipes d'experts à la télé, et moi je trouve ça vraiment bien. Puis en plus, s'il y a des échos à la Nouvelle-Orléans et donc à l'héritage culturel direct de la ville, mais en plus l'héritage funéraire, c'est top. Voilà, c'est exactement ça. Alors je voudrais revenir un petit peu sur le personnage d'Abby Sciuto, puisque là on va, j'allais dire, presque jusqu'au bout de la caricature de la personne qui travaille avec la mort, puisque dans sa vie privée, on va dire, elle dit qu'elle dort dans un cercueil, qu'elle a toute cette représentation-là. Alors, je peux pas évidemment parler pour tous les gens qui sont dans ce domaine-là, hein, parce qu'on a des profils qui sont complètement différents les uns des autres. Après, je pense que c'est assez logique dans un sens. Bon, en ayant choisi un personnage gothique pour faire une experte en médico-légal, évidemment, il faut que les choses se tiennent. Après, c'est pas aberrant, on a vraiment des gens qui dorment dans des cercueils, ça se voit, hein, sans aucun problème. Aussi couramment que de vouloir faire une bibliothèque avec un cercueil, bon, ça, c'est des choses qui se voient assez régulièrement. Après, je trouve que c'est pas mal aussi le fait qu'elle soit gothique. Alors d'accord, c'est très stéréotypé, mais je pense aussi que ça a permis aux gens de découvrir un peu les personnes qui ont ce style, ou du moins qui ont ce style de vie, parce que être gothique, c'est un style de vie quand même, c'est très particulier, c'est autour du macabre et de l'art macabre, ou toutes ces références au fantastique, à l'horreur, etc. Et je pense que ça a aussi donné une connotation légère et sympathique à ce type de personnes qu'on peut croiser dans la vie de tous les jours. Oui, effectivement, et puis on est là complètement à l'opposé. On parlait tout à l'heure de Bones, par exemple, du docteur Temperance Brennan, qui elle, c'est l'archétype du cerveau très sérieuse, très... voilà. Oui, d'ailleurs, je trouve que Temperance Brennan, dans les livres autant que, mais surtout dans la série, je trouve que dans les premières saisons, elle est absolument insupportable par son côté très rationnel, j'ai un gros cerveau, etc. Bon, c'est des profils qu'on trouve dans le milieu universitaire, hein, ça, de toute façon, bien sûr que ça ne sort pas de nulle part. Mais oui, il y a vraiment Bones, par exemple, Temperance Brennan, elle représente ce côté très rigide, très juridique, hein, finalement, de son métier. Et pour autant, Abby Sciuto, en comparaison, fait bien son travail, même si elle est hyper excentrique et qu'elle l'assume, elle est vraiment importante dans le cadre des enquêtes. Donc je pense que la série montre aussi un autre visage de ce type de personnalité, pardon. Oui, et effectivement, et c'est peut-être aussi l'idée en mettant des personnages en couleur, on en retrouve, vous l'avez dit, dans presque toutes les séries sur ce thème-là, c'est peut-être une idée aussi de mettre en avant à la fois le rapport différent à la mort et puis ces métiers-là.
Oui, parce qu'en fait, bon déjà, c'est dans la vraie vie, c'est des métiers qui ne sont pas faciles. Ne serait-ce que nos experts ici dans le médico-légal doivent faire face à des situations qui sont très compliquées parce que ils sont quand même au contact de choses horribles et puis d'actions qui souvent nous dépassent nous-mêmes quand on n'a pas connaissance de ces milieux-là. Donc du coup, moi je trouve que c'est quelque chose qui se retrouve bien, même chez les experts, les vrais experts de chez nous, ce côté très vivant. Alors évidemment, individuellement chacun est différent, mais par exemple un regroupement de spécialistes en médico-légal ou en anthropologie, comme j'étais la semaine dernière, ça reste très léger alors que le sujet est grave. Mais il y a une distanciation. Alors c'est pas qu'il y a une distanciation vraiment, parce qu'on prend en considération le fait qu'on parle d'humain, on parle, quand c'est criminel, on parle d'actes qui sont affreux, mais il y a quand même, ça n'empêche que c'est pas parce qu'on travaille sur la mort qu'on est obligé de nous-mêmes d'être mort, en fait. Oui, je comprends bien tout à fait cette idée-là, et il y a ça, je trouve, c'est très 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 bien réussi dans les séries, vous l'avez dit, oui. Puisque souvent ces personnages-là deviennent petit à petit, alors que ce sont des personnages secondaires, ceux qui sont les piliers de la série pour le public, et ça c'est super intéressant. Alors j'aurais aimé maintenant qu'on parle un petit peu de ce qui est présenté dans les séries autour des cadavres et des rapports entre réalité et fiction. Est-ce qu'il y a un vrai fond sur le travail du cadavre, ou est-ce que au contraire beaucoup de choses sont exagérées par ces séries de fiction? Alors, on va dire qu'il y a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de séries, notamment où il y a des experts médico-légaux qui vont avoir un conseil scientifique, bien sûr, qui va permettre d'orienter la série vers des choses qui sont probables, voire véridiques. On a des séries où il y a des vrais cas un petit peu qui sont montrés, mais qui sont bien sûr mis en scène pour la télévision. Donc, en fait, on a un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a une base de vrai, et encore là, je parle vraiment pour le modèle de série américaine, par exemple, où le fonctionnement est très différent, mais souvent on a une base de vrai et de choses qui sont validées scientifiquement, mais bien sûr, comme il va falloir s'adapter au modèle de série télé avec un script et un temps bien précis pour faire l'épisode, eh bien, il va y avoir des choses qui vont être grossies, et à ce moment-là, plus on grossit un élément, plus il risque d'être erroné. Donc, évidemment, il y a des choses qui sont très des fois qui nous font rire quand nous on sait par exemple comment ça se passe sur le terrain, ne serait-ce que des fois à la télé on voit ils déterminent le sexe, c'est-à-dire ils font la diagnose sexuelle en regardant juste le pelvis comme ça. En réalité non, on peut pas faire une diagnose sexuelle en une minute et au coup d'œil. On peut avoir une pré-idée un petit peu, mais il faut avoir quand même après le travail au laboratoire. Mais ça évidemment dans une série, on va pas trop le montrer parce que ça prendrait du temps, puis ça serait vachement moins vendeur quand même, mais donc voilà, il y a des choses qui sont véridiques et puis d'autres qui sont un peu grossies, c'est sûr. Après, il faut regarder ça avec du recul. Il y a des éléments alors d'ailleurs, il y a même des éléments qui peuvent être problématiques, par exemple dans certaines séries où on va montrer des techniques. Et par exemple, il y a certains services, je sais par exemple en gendarmerie, il y a certains gendarmes qui sont pas très ravis d'avoir des techniques qui sont montrées à l'écran, parce que c'est problématique, ne serait-ce que pour eux-mêmes, pour leurs enquêtes, notamment avec les OPJ, donc les officiers de police judiciaire, qui sont pas toujours très contents de voir certains trucs à la télé. Donc voilà, c'est entre les deux, il faut savoir faire la part des choses avec ce qu'on voit à l'écran. Alors justement, vous évoquiez tout à l'heure le cas de Bones, qui était tiré de romans écrits donc par une scientifique au départ, qui est Kathy Reich. Oui, voilà, tout à fait. Donc, Kathy Reich, elle est anthropologue médico-légale. C'est une des expertes les plus connues. Elle a d'ailleurs fait carrière, donc jusque dans les années. Alors, elle a commencé à écrire ses romans en 97. Mais avant ça, elle a eu des années de carrière où justement elle travaillait entre les États-Unis et le Canada. C'est une des premières anthropologues médico-légales à avoir une certification en langue française aux États-Unis. Donc, ce qui lui a permis aussi de travailler du coup dans des zones francophones au Canada. C'est assez intéressant à savoir parce que à l'époque, dans les années 80-90, c'était assez révolutionnaire. Et puis surtout, en fait, ces livres qu'elle écrit se basent souvent sur des histoires qu'elle a croisées.
ça reste de l'enquête, on retrouve toujours Temperance Brennan, et puis pour la série Bones, non seulement elle est à la production, exécutive, mais en plus elle est dans le conseil scientifique, bien sûr. Donc elle suit évidemment ce qui se fait, et je pense que même s'il y a des éléments qui sont grossis, elle le sait, et si elle a laissé passer, c'est parce qu'elle se rend compte que ça décrédibilise pas le propos. Oui, effectivement, je pense que ça c'est quelque chose qui est assez intéressant de voir ça, c'est qu'on a des situations qui sont des situations fictives ou fictionnelles au départ, mais le travail en lui-même est quand même dans l'ensemble montré de façon relativement réaliste. Alors effectivement, je pense que vous dites sur l'analyse d'un cas particulier on passe vite, mais par contre si on regarde la série dans la longueur, je pense que petit à petit sont mis bout à bout des gestes précis qui eux sont des gestes véritablement scientifiques. Oui, totalement. Même le travail en laboratoire. Après, alors souvent ça a fait défaut avec Bones, c'est-à-dire que le public francophone a tout de suite pensé, ou du moins français, parce que on peut être francophone au Canada, etc. Mais en tout cas, le public français, j'ai vu, a pensé que tous les anthropologues judiciaires possédaient le même type de matériel, le même type de laboratoire, les mêmes protocoles, alors que chez nous, c'est à cette époque où quand Bones est sorti, mais chez nous, on était encore on parlait presque pas d'anthropologie médico-légale, c'était vraiment un sujet qui était un peu anecdotique dans le domaine de la science, alors qu'aux États-Unis et au Canada, la science évoluait à pas de géant. Donc c'est intéressant à savoir ça en termes de contexte, parce que si les gens pensent que la vraie analyse se fait comme dans Bones, ainsi que l'aspect technique, non, c'est pas le cas. Mais bon, après, si le public reste conscient que c'est une fiction américaine, tout va bien. Oui, j'allais dire aussi, il y a l'idée que dans le monde anglo-saxon, on est très très en avance là-dessus, puisqu'il y a des débats dans des magazines relativement sérieux autour de la véracité ou pas du travail sur le cadavre, par exemple. Alors que, par exemple, dans Forbes, qui est un des grands magazines outre-Atlantique. Oui, voilà. Donc à un moment, quand Bones est sorti, on a une autre anthropologue qui, elle, est assez connue, assez active sur Twitter, par exemple, qui a fait des articles où elle reprenait chaque épisode de Bones. Donc l'anthropologue en question, c'est Christina Kilgrove, et en fait, à chaque fois, elle reprenait les épisodes et elle listait les erreurs. Alors, c'est intéressant, bien sûr, et je pense que entre spécialistes, c'est assez logique qu'une personne ait pris l'initiative de faire ce type de compte rendu après chaque épisode. Après, j'ai trouvé que des fois, c'est bien de pointer les erreurs, mais c'est pas vraiment de l'erreur, on va dire de l'amélioration d'un point de vue scénaristique, quoi. Oui, et puis il y a l'idée aussi, vous l'avez un petit peu évoqué, on peut y revenir dessus, que aujourd'hui, en 2020, regardez par exemple les premiers épisodes de NCIS qui ont maintenant une quinzaine d'années, on a une façon de travailler qui a dû fortement évoluer depuis. Il y a une certaine obsolescence là-dessus. Ah oui, complètement. En fait, c'est assez intéressant d'ailleurs de voir ça dans l'ensemble des séries qui vont traiter des spécialistes de la mort. C'est qu'en fait, elles suivent l'évolution de la science en elle-même. Et en fait, si on n'a pas de série sur les experts médico-légaux avant les années 90-2000, c'est tout simplement parce que la science n'était pas assez prête. C'est-à-dire que les grands booms dans tout ce qui est études du cadavre, études criminelles autour du cadavre, c'était dans les années 70-80. Donc le temps que ce soit intégré, digéré et que ça sorte en série, il a fallu des dizaines d'années parce que c'est allé très très vite et en même temps c'est allé lentement. C'est-à-dire qu'on s'est intéressé dans le domaine criminalistique, on s'est intéressé assez tard au cadavre en fait, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et là pour le coup, aux États-Unis ils étaient un peu précurseurs par rapport à nous avec des initiatives comme la ferme des corps, la body farm, où on laisse des corps en décomposition pour comprendre ce qui se passe dans leur évolution, etc. en termes de décomposition et en fonction du terrain. Le temps que ça arrive sur la scène télé, ça a mis énormément de temps, ce qui explique aussi pourquoi on a une évolution qui est encore très rapide et visible dans les séries, parce que cette science-là évolue constamment et on le voit dans les colloques internationaux, on le voit dans évidemment dans tout ce qui touche à ces sciences-là, on voit qu'il y a une remise en question perpétuelle et en fait cette remise en question sur une série longue, elle va se voir à force. Et ça ne veut pas dire que le début de la saison et de la série est pas bon, mais ça veut dire qu'il faut prendre en considération que, en effet, ça peut être obsolète.
Oui, effectivement. Alors, j'aurais aimé voir maintenant ce que vous évoquiez tout à l'heure, cette idée, il y a eu une certaine mondialisation autour du cadavre venu de phénomènes qui se déroulaient en Amérique du Nord, que ce soit États-Unis ou Canada. Et vous avez bien dit, quand on est spectateur, on a l'impression que chaque fois qu'il y a une enquête criminelle autour d'un cadavre, ça se passe comme ça. Vous l'avez dit, c'est différent en France. Alors, comment ça se passe en France et comment les séries françaises le mettent ceci en avant ? Alors, pour le cas des séries françaises, c'est assez compliqué et mine de rien, c'est un sujet qu'on aborde hyper souvent, soit dans les colloques d'anthropologie ou de médico-légal, mais aussi, moi je le vois quand je discute avec des personnes qui sont dans le cadre judiciaire, c'est un sujet qui arrive des fois un peu sur la table, alors pas la table d'autopsie, mais la table tout court, où justement on va parler de ça, de ce qui se fait dans les séries. Et en fait, bon, déjà, moi je le vois vraiment, c'est assez décrié de la part des spécialistes, parce qu'en fait en France, à contrario de ce qu'on voit aux États-Unis, alors aux États-Unis, donc là comme on disait, comme dans Bones, on peut avoir des binômes. Alors, on peut avoir un binôme enquêteur, anthropologue judiciaire, ou un binôme enquêteur et expert médico-légal, voire des binômes anthropologue médico-légal et médecin légiste. Voilà. Donc du coup, on va avoir ces types de binômes-là, ce qui se fait dans la vraie vie aux États-Unis et par exemple en Angleterre, où on va avoir des binômes anthropologues et médecins légistes, que chez nous, on n'a pas ça. Du moins, on l'a pas encore suffisamment. C'est-à-dire que chez nous, en France, ça va être un modèle, et c'est ça qui est assez décrié en ce moment, c'est qu'il y a une véritable demande de la part des experts judiciaires d'avoir des binômes de ce type, parce qu'en fait, le médecin légiste, lui, il va apporter certaines clés autour du cadavre, alors que l'anthropologue, il va en apporter d'autres. Donc c'est vrai que ça, par exemple, c'est une vérité qu'on ne voit pas nécessairement dans nos séries françaises. Ou alors dans nos séries, on peut avoir des binômes, mais dans les faits, c'est hyper rare. C'est vraiment des choses qui sont très sporadiques. Et donc du coup, c'est vrai que dans les séries françaises, il y a un peu ce fantasme du binôme, alors que dans les faits, c'est pas toujours ça. Et on le voit aussi, alors je me souviens plus du nom de la série, où là, on a un enquêteur et une criminologue, alors que la criminologie n'est pas reconnue en France comme un métier. Donc voilà, là, on est vraiment, dans les séries françaises, je sais en tout cas qu'il y a pas mal de choses qui sont très décriées de la part des professionnels. Oui, effectivement, je pense qu'il s'agit avant tout de mise en avant scénaristique, avec pour effet de copier ce qui se passe dans le monde anglo-saxon pour coller à une certaine mode sérielle, j'allais dire, mais en fait, là, dans ce cas-là, la réalité, il y a un décalage. Ah complètement, et puis dans les séries, évidemment, dans les séries françaises, moi je trouve qu'on montre qu'il y a beaucoup de moyens, alors qu'en vérité, il n'y en a pas tant que ça, des moyens, et que en fait, je pense que pour le coup, c'est bien de vouloir faire des choses à la française sur ces domaines-là, mais je trouve qu'on n'est pas aussi bon que les Américains là-dessus. Parce que nous-mêmes, en fait, on donne pas les moyens aux enquêtes policières, ni financières, ni en termes d'experts qui peuvent s'ajouter à une enquête. On donne pas les moyens à ces personnes-là. Donc en fait, ce qu'on voit dans les séries, pour le coup, c'est complètement à côté de la plaque, souvent. Oui, et il y a cette idée aussi, je trouve, de rapports différents dans la vision du cadavre entre une série française et une série américaine, où il y a une vraie mise en avant esthétique dans la série américaine, alors que dans la série française, on est encore un petit peu, ce que vous disiez tout à l'heure, dans l'idée, le cadavre, il est sous le drap et on en reste là. Oui, bien sûr. Alors ça s'explique. Quand j'ai préparé ce podcast, j'ai lu une thèse qui était assez intéressante de Maud Desmet, qui est une spécialiste justement de ça. Alors moi, je suis pas d'accord avec tout ce qu'elle écrit en termes d'analyse, parce que moi-même, pour préparer ce podcast, j'ai fait ma propre analyse. Mais elle dit quelque chose qui est très intéressant sur la représentation du cadavre aux États-Unis, c'est que en fait, on a aussi ce boom de la représentation du mort très visuel, très graphique, parce que en fait, c'est aussi un écho au 11 septembre, où il a fallu faire face à la mort, il a fallu faire face à des images de gens qui sautaient des tours, qu'il a fallu faire face à des images de gens qui étaient en bas des tours, qui s'étaient jetés, où il y a un rapport au cadavre qui a été hyper forte, et puis en plus par la suite il y a eu encore des fusillades, etc. Enfin, c'est une décennie qui a été très marquée par la violence aux États-Unis, et en fait, le fait de représenter le cadavre dans les séries, elle l'explique assez bien, c'est aussi une forme de catharsis. Et nous, en France, au final, on ne montre pas le cadavre de la même façon, déjà parce que je pense que c'est pas vraiment dans le style de nos séries.
et puis que ça serait pas crédible en fait, je pense. Et puis en plus, si on montrait vraiment la vérité, parce que même aux États-Unis, les autopsies, je trouve qu'elles sont toujours un peu propres, etc. Une autopsie, ce n'est pas propre. Et même à la télé française, alors nous, on le voit des fois, alors que ce soit américaine ou française, rien que la découpe du cadavre, des fois, il y a des choses qui sont pas anatomiquement, qui sont pas justes. Et on le sait, mais parce que ça a ça a un but scénaristique, il faut pas que ça choque trop, parce que voilà, une vraie autopsie, c'est pas amusant. Et je pense qu'on peut pas vraiment... alors, c'est arrivé que des vraies autopsies soient montrées à la télé, mais dans des cadres de vulgarisation scientifique, et ça, c'était en Allemagne, il me semble, ou en Hongrie. Mais dans le cadre des séries, c'est toujours très aseptisé, les autopsies. Oui, il y a donc une vraie différenciation, j'allais dire, sociale dans la vision du cadavre, dans les imaginaires mentaux. En France, je pense que pour des séries grand public qui sont diffusées sur des chaînes publiques à des heures de grande écoute, je pense que c'est ce qui pourrait peut-être plus choquer le public, j'allais dire peut-être plus âgé, entre guillemets, que ce qui se passe aux États-Unis. Oui, complètement. Et puis en fait, c'est là qu'on se rend compte quand, par exemple, régulièrement, moi je vais dans des colloques, etc., médico-légaux, sans spectatrice, soit parce que je suis invitée à y parler, à participer. Et en fait, on se rend compte, par exemple, quand il y a des novices dans l'assemblée, si un légiste décide de montrer des images, c'est le frisson. C'est le frisson parce que les gens, en fait, imaginent l'autopsie, et je pense que les séries télévisées ont grandement modifié cette image de l'autopsie qu'on a tous, mais que dans les faits, c'est pas du tout ça, en fait. Ou du moins, il y a des éléments qui s'en approchent, mais dans les faits, c'est ce côté aseptisé de la série télé. Tout le monde s'y attend un petit peu avec les véritables cas. Et même, je remarque aussi dans les séries télévisées, par exemple, quand il y a des lésions qui sont importantes, qui sont montrées, je sais pas, quelqu'un qui s'est pris des coups de couteau, quelqu'un qui, je sais pas, il a quelque chose qui est coincé dans son crâne, c'est toujours propre. Toujours très très propre, mais en vrai c'est pas propre du tout, et je pense que les gens du coup se font une fausse idée de l'autopsie, et ça je pense que les séries ont beaucoup joué là-dessus. Donc il y a un côté un peu mélangé entre cette image de l'autopsie qui est très propre, mais qui dans les faits n'est pas vraiment hyper réaliste sur tous les points, et en même temps ce côté on ne doit pas choquer le public en leur montrant la vérité, parce que sinon ils trouveraient ça horrible. Oui, alors justement, sur ce côté glamour et ce côté belle vision de ce que peut être soit une expertise scientifique, soit, vous l'avez dit, aussi une autopsie, Oui. est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a eu, suite à ces séries des années 2000, début 2010, une véritable explosion, une véritable demande de formation en France de la part des jeunes qui ont été fans de ces séries-là pour travailler dans ces métiers? Alors complètement, c'est-à-dire que moi-même j'ai fait partie de ces jeunes-là, puisque moi j'ai pris la décision de m'orienter vers le funéraire dans les années 2000. Alors c'était vraiment en parallèle du boom de ces séries, donc pour nous quand on était étudiants on se disait que c'était peut-être pas forcément possible. Bon, c'était très compliqué parce qu'en termes de filière, il n'y en avait pas tant que ça. Et puis, il faut dire la vérité, c'est que, encore une fois, l'État ne donne pas les moyens pour ce type d'expertise. Donc, ça s'en ressent en termes de formation. Donc, évidemment, on va avoir beaucoup moins de formation qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, on a beaucoup de formation dans le cadre médico-légal parce que il y a déjà un grand nombre de morts en comparaison avec la France. Donc, c'est une question aussi de quotas, en fonction de combien d'experts il faut en fonction d'un territoire. Bon, en France, on a besoin d'experts, mais est-ce qu'on a besoin d'énormément d'experts ou pas? Ça, c'est à déterminer. Donc déjà, dans les années 2000, on n'avait pas énormément de formation là-dessus. Ensuite, la deuxième chose qui se passait à cette époque-là, c'est qu'on n'était pas informés. C'est-à-dire que nous, notre seule information, c'était un peu les séries télé. On disait, ça existe, moi, qu'est-ce que j'ai dans ma ville? Est-ce que je peux étudier ci ou ça? Donc, à cette époque-là, on a eu en effet un début de grand boom, et moi je le vois avec le recul, parce que du coup j'ai directement fait partie de ces personnes-là qui ont suivi un cursus pour travailler dans ces métiers, puis qu'en fait je me suis retrouvée bloquée parce que ça reste très difficile, et en fait il y a très peu de place dans ce domaine et très peu de cursus vraiment qui tiennent la route de façon sûre et certaine, à moins qu'on fasse de la médecine légale, et à ce moment-là, c'est encore un autre domaine que l'anthropologie médico-légale. Bref, et en fait, ça, je le vois maintenant, et c'est rigolo, avec le recul, avec la criminologie. Il y a un grand boom depuis à peu près, 5, 6, 7 ans, de personnes qui veulent faire de la criminologie. Or, donc, comme je disais, la criminologie n'est pas reconnue comme métier officiel en France, c'est-à-dire que des gens vont peut-être faire
de la psychologie avec une spécialisation criminologie ou victimologie, mais en fait, ça servira peut-être jamais parce qu'on ne fait pas nécessairement appel à ces experts dans le cadre judiciaire. Mais oui, il y a de plus en plus, moi je vois vraiment de plus en plus de jeunes qui veulent travailler dans ces domaines-là. De façon plus spécifique, là actuellement, et ça c'est tous les mails que je reçois dans ma boîte, j'ai beaucoup de gens qui veulent faire des métiers en lien avec le soin des morts ou dans le funéraire, et donc on n'est plus vraiment sur cet aspect médico-légal, mais on a de plus en plus de gens qui veulent être thanatopracteurs, par exemple. Et ça, c'est un autre type de série dont on n'a pas parlé, mais je pense que ça a fortement joué là-dedans. Oui, vous voulez dire Six Feet Under, par exemple? Oui, voilà, par exemple, ou même série, je pense qui a beaucoup fait des faits aussi là récemment, c'est Haunting of Hill House, où on a une thanatopracteur en fait qui travaille, et voilà, c'est tous ces types de personnages-là, et en fait, c'est sûr et certain que les jeunes veulent faire ce qu'ils voient à la télé. Donc forcément, là, actuellement, moi je le vois vraiment, on a toujours cet engouement, soit pour la criminologie, soit pour l'entretien des cadavres, mais vraiment d'un point de vue des funérailles plus classiques. Voilà. Et là aussi, c'est hyper, toujours dans les séries, le travail des thanatos, il est hyper propre, alors qu'en réalité, on parle de fluide, on parle de choses qui sont vraiment pas agréables, et c'est pareil dans les séries où, par exemple, je rebondis un petit peu, mais où on va avoir des scènes de crime. Bon, alors il y a du sang, etc., d'accord, bon, des fois on voit les nettoyeurs de scènes de crime, c'est un vrai métier qui est d'ailleurs très demandé en France, par exemple. Et en fait, ce qu'ils ne montrent pas dans les séries, encore une fois, c'est que même dans la saleté, c'est aseptisé. Ils ne montrent pas que le cadavre se libère de fluides qui ne sont pas nécessairement du sang. Voilà, on peut vraiment avoir quelque chose de terrible, et c'est le corps qui le produit. Et en fait, moi, je vois un fossé parce que les gens ont une image du corps en se disant je suis blindée, j'ai vu des séries, etc. Et en fait, une fois qu'on les met devant un vrai cadavre ou devant des vraies images, ils supportent pas. Donc c'est le côté un petit peu pervers de ces séries, c'est que c'est aussi intéressant pour peut-être faire des vocations, mais en même temps, des fois, la confrontation avec la vérité est hyper violente pour les personnes qui se lancent là-dedans suite à un fantasme vu en série. Oui, je crois qu'il y a effectivement un vrai décalage entre réalité et série, de par l'esthétisation de la série, qui peut faire effectivement qu'on a des gens qui ne se rendent pas compte de ce qui peut se passer, et d'où l'intérêt aussi, pourquoi, de ce genre de podcast qui peut apporter une lumière, j'allais dire, scientifique sur des fictions. Oui, tout à fait. Je pense que c'est hyper important d'être franc. Après, moi, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit dans les sciences, soit dans ces milieux-là, qui sont très durs envers les séries télévisées. Moi, je pense que si on sait faire la part des choses, c'est un plaisir de regarder une série télévisée. Et moi, je prends plaisir à regarder Bones, je prends plaisir à regarder des choses où il se passe des enquêtes, parce que même quand je vois quelque chose qui n'est pas très logique ou qui ne tient pas, je ne m'emporte pas, je sais que c'est une fiction, et l'idée, ça serait que, je pense que les gens ne sont pas bêtes, ils regardent les choses, ils savent que c'est une fiction, mais dans les détails, et justement cette notion d'aseptisation qui est très forte, là-dessus, il faudrait vraiment qu'il y ait plus une prise de conscience, mais ça, c'est une prise de conscience qui est très dure, parce qu'en fait, le grand problème du sujet de la mort, les gens ont une image très fantasmée, très romantique de la mort, et ça se voit dans les séries où c'est tout propre, et donc ça c'est quelque chose qui est important de casser, puisque la mort c'est pas un beau sujet, et je pense surtout aux plus jeunes qui sont peut-être intéressés justement par toutes ces thématiques, rappeler qu'il y a quelque chose de fondamental, c'est la biologie et c'est la rationalité, et que le corps, quand il n'a plus de vie et qu'il se décompose, c'est pas beau, et il faut garder ça à l'esprit, et je pense qu'une fois que les personnes ont ça en tête, ils sont peut-être un peu plus armés pour pourquoi pas s'intéresser à ce type de sujet. Mais l'autre effet aussi pervers des séries, et ça c'est assez drôle, c'est que d'un coup on a plein d'experts partout, en médico-légal, en enquête, etc. Parce que en fait les gens pensent que les séries télévisées sont des cours magistraux, alors que comme on disait, il y a des erreurs, il y a des choses qui sont grossies, et en aucun cas ça peut être un cours magistral sur ces méthodes-là et sur ces enseignements qui sont complexes et qui répondent aussi à la loi, à plein de choses qui sont qui croisent ce sujet et qui sont très importantes à prendre en compte.
Oui, tout à fait. Et puis c'est exactement ce qu'on essaie de faire à travers Histoire en série, c'est de faire analyser par des scientifiques, par des, j'allais dire, des universitaires aussi, les séries pour montrer qu'il peut y avoir un décalage à la fois historique ou, comme vous l'avez dit, scientifique sur le fond de la série. Juliette Caz, on va vous remercier pour cette très intéressante émission autour des séries qui ont travaillé sur la vision du cadavre et sur la mort. On rappelle que si vous voulez aller plus loin, de se rendre sur votre site internet lebizarrium.com pour parler et discuter avec vous autour des cadavres. On rappelle aussi que vous sortez un livre dont on attend, j'allais dire, la venue prochaine au printemps normalement autour de ces thématiques-là. Et puis, je conseille à tous ceux qui souhaitent véritablement avoir comme ça des fils Twitter très intéressants autour de la mort des cadavres, qui sont intéressés par ça, de s'abonner à votre fil Twitter, donc le Bizarrium, pareil. Voilà, merci Juliette en tout cas pour votre très intéressante intervention et j'espère à très bientôt parce que je pense, vous l'avez évoqué en fin d'émission, il y aurait d'autres séries à discuter autour de la mort, notamment Six Feet Under, j'y pensais, donc pourquoi pas une prochaine émission. Merci Juliette. Ça serait un plaisir, je vous remercie beaucoup. À bientôt. À bientôt. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.